Dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor, je reçois Julien Tréboz. Julien est triathlète et chiropracteur. Qu'est-ce que la chiropraxie ? Eh bien, on en discute en long, en large, en travers dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor. Et personnellement, c'est une très belle découverte car je n'avais jamais été voir un chiropracteur et je pense que c'est une erreur. Voilà, nos habitudes des fois nous permettent de ne pas découvrir certaines pratiques. Et là, dans ce nouvel épisode, vous allez pouvoir en savoir un petit peu plus sur cette pratique de la chiropraxie. Et moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié notre échange avec Julien et je pense qu'il y en aura d'autres. Voilà, je vous laisse avec ma conversation avec Julien Tréboz dans l'Instant Outdoor. Bon, alors aujourd'hui, je suis avec Julien et on a été mis en relation grâce à Thomas. Thomas qui est le directeur des programmes, c'est le nom qu'on lui a donné, le directeur des programmes qui se charge de recruter, de trouver des profils d'interviews qui pourraient être intéressants, des histoires qui peuvent être intéressantes. Et aujourd'hui, c'est Julien qui est au micro de l'Instant Outdoor. Comment vas-tu, Julien ? Eh ben, écoute, François, plutôt très bien. Merci pour l'invitation. Je remercie Thomas qui a pensé à moi pour participer avec toi à ce podcast. Assez hâte de participer à ça. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Alors, Julien, est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît ? Ouais, je suis donc Julien Tréboz, j'ai 36 ans, je suis chiropracteur de mon métier et ma passion, on va dire globalement, de façon générale, c'est le sport. Donc le sport, je le pratique depuis tout petit. J'ai déjà pratiqué, mon premier sport, c'était la voile, grâce à mes parents, qui étaient passionnés de voile. J'ai donc fait, entre guillemets, une carrière en voile jusqu'à mes 20 ans. J'ai été sportif de haut niveau en voile, pour ceux qui connaissent en dériveur le Motte Europe, qui était une série olympique à l'époque. Et puis j'ai dû arrêter ça pour faire mes études de chiropracteur, qui m'a éloigné un petit peu du sport pendant 6 ans, la durée de mes études. Et puis après, je me suis mis de nouveau au sport, d'abord avec la course à pied et depuis 2 ans au triathlon. D'accord, OK. Alors c'est vraiment un virage, hein, de passer d'un sport nautique à un sport, plutôt terrestre. J'ai eu l'occasion de recevoir dans l'émission, Stan Turet. Je ne sais pas si Ouais, tu connais Stan prépare la Transat Jacques Vabre, ok, et qui a un très beau bateau sur lequel j'ai eu l'occasion d'aller à Concarneau. chouette. Et ouais, ouais, génial. C'est vraiment absolument un monde qui me fascine, moi, la voile. Ouais, c'est Et incroyable. c'est incroyable comme il y a tellement de choses dont on se doute pas qu'il faut que le skipper, Mm. pense, anticipe, analyse. Toi, qu'est-ce qui t'avait attiré dans ce sport, la voile? La voile, bah, je baigne vraiment dedans depuis que j'étais tout petit, parce que mes parents étaient passionnés de voile. Ils ont été à la tête du club. Moi, je viens de Mâcon, en Bourgogne, au sud de la Bourgogne. Ils étaient à la tête du petit club de voile de Mâcon. Donc, depuis que je suis tout petit, j'étais sur un bateau. Donc, on va dire que c'était un peu inné chez moi. Et puis, vraiment, ce qui était prenant à la voile, c'est à la fois l'aspect physique, parce que surtout enfin, peu importe le bateau qu'on fait, mais surtout sur les dériveurs, c'est des efforts physiques assez intenses et aussi tout ce qui est stratégie, tout ce qui est réglage du bateau, ça a une part primordiale en plus du physique. Donc c'était vraiment un sport qui est très 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 complet. Mmh. Alors, petit point géographie pour, tous ceux qui auraient un doute, Mâcon, c'est absolument pas sur une zone, côtière et du coup, tu faisais de la voile sur la Saône? Et exactement, sur la Saône, c'est ça. Donc tout petit sur la Saône, on apprend sur les optimistes, les tout petits bateaux. Et puis après, évidemment, pour aller voir un petit peu les concurrents et se frotter à tout le monde, eh ben, on navigue un petit peu dans toute la France, à la fois sur des plans d'eau intérieurs, donc des lacs, mais surtout évidemment beaucoup en côte, quoi. Donc un petit peu dès qu'il y a de l'eau, on va naviguer, quoi. Mmh. Et alors, qu'est-ce que tu dirais que la voile t'a apporté pour la suite? Parce que maintenant tu fais du triathlon. Est-ce que parce que enfin, c'est vraiment, enfin, d'un premier abord, on pourrait se dire que ça a juste rien à voir. Est-ce que toi, tu as fait des rapprochements quand même? Il y en a, alors, on va dire que le sport de façon globale, c'est-à-dire à haut niveau, mes entraînements, donc certes, c'était de l'entraînement sur l'eau, mais bon, comme tu l'imagines, à Mâcon, sur l'eau, bah, ça allait 2-3 heures par semaine, mais tu faisais vite le tour du plan d'eau. Mais
en attendant, il y avait quand même tout cet aspect préparation physique qui était déjà assez importante. Donc déjà à l'époque, c'était course à pied, vélo, en plus de la prépa physique. Et puis surtout, ce qui m'a apporté beaucoup, c'est cette rigueur du sportif. Cette rigueur sur un planning d'entraînement, un planning d'une saison avec des échéances plus ou moins importantes, la gestion du stress, la gestion d'une épreuve. Ça m'a servi à la fois aujourd'hui pour le triathlon, mais aussi, on va dire, dans la vie quotidienne. C'est une grosse école de la vie, le sport de haut niveau. Même si la voile, le sport, enfin le bateau que je pratiquais était individuel, c'était aussi l'esprit d'équipe, équipe à la fois régionale, mais aussi équipe nationale. Donc toute cette cohabitation aussi avec d'autres personnes étrangères au foyer familial, c'était aussi très riche et ça m'apporte beaucoup aujourd'hui. Même dans mes études, hein, cette rigueur du dépassement de soi, je l'ai déjà acquis étant plus jeune avec la voile. Mmh. Et alors justement, c'est un je pense à un problème pour beaucoup de personnes, qui se cachent derrière un petit peu, des fois le fait de ça a été mon cas pendant très longtemps, qui se cachent derrière le fait de se dire, «Moi je m'entraîne, au feeling». Tu sais, tu peut-être souvent Ouais, ça, «Je me fais pas de oui. plan, je m'entraîne, au feeling». J'ai un très bon Hem, copain qui s'entraîne que comme ça et il a la chance d'être très bon et effectivement, mais je sais pas. C'est top, hein, mais j'ai pas enfin, effectivement, je conçois cette, façon de je m'entraîne au feeling et pour moi, c'est important. Le sport, ça doit avant tout quand même rester du plaisir, mais quand on a eu cette, rigueur du sport de haut niveau, l'entraînement au feeling, ça n'existe pas. mmh. Il y a forcément une programmation derrière qui est intense et toi, comment est-ce que tu as fait, et quels seront peut-être tes conseils pour tous ceux qui n'arrivent pas en fait à suivre un plan et s'y astreindre? Il y a plein de choses. Déjà, un plan d'entraînement qui est pas conçu pour soi. C'est-à-dire que le copain fait ça, donc on va faire pareil. Déjà ça, c'est pas bon. À la fois, c'est pas bon parce que physiquement, on n'a pas le même corps que son copain. On n'a pas les de base les mêmes aptitudes physiques, même on va dire aller plus loin jusqu'à la génétique. Parce qu'entre un champion olympique et quelqu'un qui fait exactement le même plan d'entraînement, il y aura pas les mêmes résultats. Et puis, il y a quand même cette envie qui est importante d'avoir. Un plan d'entraînement, il est fait pour un but bien précis. Si c'est juste, entre guillemets, pour faire un plan d'entraînement, ça ne réussira pas. Mmh. Ouais, c'est sûr qu'il y ait un vrai sens derrière, qu'on y trouve à respecter en fait ce plan, parce que si ça a pas de sens, si on se dit: «Bah, ouais, je pourrais peut-être bien faire, C'est ça. faire autre chose, plus libre, pourquoi est-ce que Et j'irais, puis m'astreindre à surtout, ça, quoi?» c'est ça. Et ce que je vois, moi, surtout en consultation, sur les gens qui suivent des plans d'entraînement et qui n'y arrivent pas ou alors qui se blessent, enfin surtout qui n'y arrivent pas ou qui vont pas jusqu'au bout, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas adapté en fait. Il n'est pas adapté, soit il se surestime, soit il se sous-estime, mais la plupart du temps, c'est beaucoup de surentraînement dans les plans d'entraînement. Mmh. Ouais, c'est sûr qu'il faut bien calibrer son plan et puis l'adapter à soi et puis en général, ça roule beaucoup mieux et puis savoir aussi l'adapter et puis, quand on se fait accompagner d'un entraîneur, c'est tout de suite un peu plus facile aussi d'avoir aussi cet aspect de quelqu'un regarde ce que je suis en train de faire et si je le fais pas, bah, ça va pas Oui, être cohérent, quoi. exactement. Alors Julien, du coup, tu disais que tu avais choisi de faire comme métier la chiropraxie. Qu'est-ce que c'est exactement? La chiropraxie, c'est une profession de santé manuelle qui travaille sur le corps dans son ensemble, particulièrement sur le système neuromusculo-squelettique, donc à la fois le squelette, qui va être le support de notre corps, le support vraiment, l'architecture, tout ce qui va être le système nerveux, qui va être un petit peu le fil conducteur à la fois sur la transmission des informations et la construction d'une information, d'un mouvement, quand on parle de sport par exemple. Et puis à la fois de tout ce qui est le système musculaire, donc le muscle à proprement parler, aussi au niveau des tendons. Mon but en fait, c'est d'optimiser le fonctionnement du corps. Donc on parle beaucoup de chiropraxie, d'ostéopathie, en rapport avec des douleurs, des cervicalgies, des lumbagos, des tendinites, et cetera, et cetera. Mais mon but premier, en fait, c'est pour ça que j'adore travailler avec les sportifs, c'est d'optimiser le fonctionnement du corps. C'est-à-dire qu'un patient qui vient me voir, mon but, c'est de regarder le fonctionnement de son corps
et de trouver et d'utiliser dans ma panoplie d'outils la façon d'optimiser au mieux son fonctionnement. Et évidemment, un corps qui fonctionne bien, ou en tout cas qui fonctionne mieux, forcément, la conséquence première, si la personne a des douleurs, c'est que les douleurs disparaissent ou en tout cas s'atténuent. Et puis quand on parle avec un sportif, le but, c'est d'améliorer ses performances. Mmh. Et justement, tu l'as dit, tu as prononcé la profession aussi d'ostéo. Quelle est la différence entre, un ostéo, un kiné, un chiropracteur? La grosse différence, ça va se situer au niveau de la formation. Pour devenir chiropracteur, c'est simple, déjà en France, il n'y a qu'une seule école. Et surtout, la formation, elle est standardisée au niveau international. Et elle est standardisée au niveau international depuis que la profession existe. Donc, depuis la fin de à peu près 1890, à peu près, ces années-là. Donc, depuis ce temps-là, la formation est rigoureusement identique. Et c'est pas seulement en France, mais vraiment dans tous les pays du monde. C'est ça qui fait notre force en tant que chiropracteur, c'est être l'une des seules professions de santé où la formation est unique dans tous les pays du monde. Donc tu peux aller consulter un chiropracteur en France, aux États-Unis, en Suisse, en Belgique. Quoi qu'il arrive, il aura une formation qui sera identique. Et ça, c'est ce qui nous fait la force de notre profession. La différence justement avec les autres professions, donc notamment l'ostéopathie, c'est qu'en France, la formation a été standardisée au niveau national il y a très peu de temps, en 2011. Et du coup, jusqu'en 2011, il y a eu plus d'une centaine d'écoles d'ostéopathie qui formaient plus ou moins bien les ostéopathes. Il y a des formations en quelques week-ends jusqu'à 6 ans d'études. Et malheureusement, dans tout ce bourbier, il y a eu beaucoup plus de mauvaises formations que de bonnes. Là, enfin, heureusement pour cette profession d'ostéopathe, le gouvernement a mis vraiment son nez dedans depuis ces quelques dernières années. Et là, sur les centaines d'écoles qui étaient présentes avant 2011, je crois qu'il en reste une vingtaine qui délivrent vraiment une formation sérieuse. D'accord. Ah, je savais pas ça, c'est intéressant. Ouais, malheureusement, c'est Et ça le problème, c'est que pour la profession d'ostéopathe, il y a énormément d'ostéopathes en France, mais qui sont formés, on va dire, sérieusement, il y en a très peu. Et la chance qu'on a en tant que mmh. chiropracteur, c'est que ça n'existe pas. Et ça, c'est une des raisons qui a fait que tu t'es lancé vers, cette profession plutôt Exactement. qu'une autre? Ouais. Que ostéopathe, bah, évidemment, quand je me suis intéressé à cette profession, j'ai évidemment regardé ce qui était le plus proche, donc l'ostéopathie. Et la grosse différence, c'était ça, heu, une formation qui est unique, pas seulement en France, mais partout dans le monde. Ça prouve un peu plus son sérieux et surtout d'avoir un diplôme qui, pour moi, est sérieux en tant que chiropracteur, alors que j'aurais fait 5 ou 6 ans en tant qu'ostéopathe. Et avoir quelqu'un en face de moi qui a eu son diplôme en quelques week-ends ou 2 3 ans et il a le même titre que moi, ça m'aurait un peu embêté, ouais. Mmh. Ouais, je comprends. Et c'est vraiment quelque chose qui est, assez compliqué, je trouve, chez le sportif et puis même chez les gens qui ont des problèmes de santé, du quotidien. Je veux dire les des problèmes au dos, un problème de tendinite, parce qu'on tape trop souvent sur le clavier ou d'autres problèmes de santé. L'orientation vers le meilleur professionnel, qui peut nous aider, comment est-ce que toi tu estimes qu'un patient va choisir plutôt d'aller voir un kiné, plutôt d'aller voir un chiropracteur, plutôt d'aller voir un ostéo? Comment est-ce qu'on p on il y a des clés, des astuces comme ça pour savoir, tiens, c'est plutôt cette profession-là qui sera adaptée pour moi? J'aurais envie de dire d'aller voir un chiro quoi qu'il arrive, mais ce qui est normal. Prêche pour ta paroisse, c'est bien. Le Ouais, exactement. Le parcours typique d'un patient qui va voir un chiropracteur, en général, bah, en priorité, il a une douleur. Donc il va voir son médecin généraliste, qui lui prescrit, anti-inflammatoire, antidouleur. Ça passe plus ou moins, il retourne voir son médecin généraliste qui éventuellement lui prescrit des examens complémentaires et des séances de kiné. Il trouve un kiné qui, par miracle, a de la place, en tout cas ici à Mâcon, c'est l'horreur, pour avoir de la place chez un kinésithérapeute. Il fait quelques séances, ça peut soulager ou pas. Si ça soulage pas, il va voir un peu à droite, à gauche, ostéopathe, rebouteux, éthiopathe, un peu tout ce qu'il trouve. Et malheureusement, là, ça s'améliore un peu, mais on arrive entre guillemets en fin de course, c'est-à-dire qu'on est un petit peu la dernier recours avant Lourdes, quoi, derrière, c'est le miracle. Et, et malheureusement, c'est dans ma vision de la santé, c'est dommage d'en arriver là. C'est-à-dire que
comme je l'ai dit tout à l'heure, mon objectif, c'est d'optimiser un corps, peu importe qui, que ce soit l'enfant qui a 2 ans qui apprend à marcher, la petite mamie qui est toute arthrosée, ou alors le sportif qui prépare un championnat du monde. Quoi qu'il arrive, mon but, c'est d'optimiser un corps. À partir du moment où on optimise un corps, forcément, on va réduire la possibilité d'apparition de pathologie. Et c'est pour ça que c'est dommage d'arriver en bout de course. Mais en France, le parcours classique, c'est ça d'un patient, c'est son médecin généraliste. Donc théoriquement, ça devrait être au médecin généraliste de savoir vers qui orienter au mieux comme Hmm. thérapeute. Mais malheureusement, il n'a pas que ça à faire et il n'est pas formé que à ça. Donc c'est assez compliqué. Mais on va dire que pour tout ce qui est troubles neuromusculo-squelettiques, je vais prêcher vraiment pour ma paroisse, il faut aller voir un chiropracteur ou alors un ostéopathe, mais qui a au moins fait une formation de 5 ans, quoi. Hmm. D'accord, donc il y a une formation qui serait plutôt dans les formations que tu disais étant dans les 20 écoles Ouais, restante, ouais. ouais, restantes. Ok. Mais pas Ouais. forcément récentes, mais même si c'est Oui, oui, historique oui, qu'il l'a fait. Ouais. exactement. Faut tout. Hmm. Ouais, mon conseil, c'est pour aller voir un ostéopathe. Bon, il y a le bouche à oreille déjà qui est déjà important. Euh, Ouais, bien sûr. En général, voilà, le, C'est la les meilleure des meilleures pubs. pubs, voilà, exactement. Le meilleur des pubs, c'est le bouche à oreille. Et pour aller consulter un ostéopathe, oui, on va dire que c'est se renseigner sur la formation. C'est important. C'est c'est pareil pour le podcast, hein, d'ailleurs, si parlez-en autour de vous, c'est la meilleure des pubs. Exactement. On est en train de faire un podcast où chacun prêche pour son truc, c'est génial. Mais on est convaincu par ce qu'on fait, c'est déjà pas mal. Bien sûr, bien sûr. On apporte moi j'apporte de la joie dans les oreilles, de l'information dans les oreilles et toi tu optimises des corps, c'est fabuleux. Alors justement, quelles sont les petites optimisations comme ça que l'on peut faire, assez simplement, facilement et qui reviennent le plus souvent parmi tes patients? Les conseils que je peux donner, par exemple, le plus souvent? Ouais, par exemple, enfin, peut-être qu'il y a une pathologie qui revient souvent chez les sportifs, alors ici on parle aux sportifs outdoor, donc cyclistes, trailers, On tous va ces dire que sportifs-là. les pathologies trailer course à pied, les plus souvent, c'est syndrome de l'essuie-glace. Donc douleur localisée sur le partie externe du genou. On va dire quoi? Tendinite au niveau du tendon d'Achille, douleur au niveau des hanches, douleur au niveau du bas du dos. Heu, le La source principale, c'est un mauvais fonctionnement, de la cheville et de la hanche. Mauvais fonctionnement de la cheville, c'est-à-dire une entorse de cheville qui a été plus ou moins bien pris en charge, donc pas pris en charge du tout, c'est-à-dire qu'il y a eu une entorse, on n'a pas eu de kiné, on n'a pas été voir d'ostéo, de chiro, de peu importe. En tout cas, on n'a jamais fait une réhabilitation au niveau de la cheville, c'est-à-dire qu'il y a eu le traumatisme, elle a gardé ce traumatisme et il n'y a pas eu de fonctionnement, un fonctionnement normal qui a été retrouvé au niveau de la cheville. Du coup, la première conséquence, c'est que le boulot que doit faire la cheville n'est pas fait comme il faut. Du coup, la cheville, elle renvoie le boulot au genou. Même chose pour la hanche. Beaucoup de personnes avec tout ce qu'on appelle les chaînes postérieures, donc ischio, mollets, qui sont très raides, parce que course à pied, beaucoup de sollicitations dans cette zone-là. Et du coup, ce qui fait que ça a tendance à diminuer les amplitudes de mouvement au niveau de la hanche. Et pareil, la hanche raide va donner du boulot où ça? Au genou. Et le genou, malheureusement, c'est une articulation qui ne sait pas faire grand-chose, à part fléchir, faire une flexion et une extension, un petit peu de rotation. Le genou, il ne sait pas faire grand-chose. Et en général, les premières douleurs arrivent au niveau du genou, alors que les principales causes, c'est la cheville et la hanche. C'est hyper intéressant ça, parce que notamment sur le syndrome de l'essuie-glace où on a, hem, des tonnes et des tonnes de remèdes que l'on peut trouver, alors, semelles, genouillères, tout ce qu'on veut, et c'est la première fois, je crois, que j'entends parler d'un problème au niveau de la cheville qui n'aurait pas été traité et qui causerait, un syndrome de l'essuie-glace. C'est ce que tu es en train de me dire? Exactement. En fait, Ouais. comme la cheville ne fait pas son boulot, comme la hanche ne fait pas son boulot, le boulot, faut qu'il soit fait quand même par quelqu'un, et le quelqu'un, c'est le genou. Donc, c'est le genou qui va recevoir plus de contraintes qu'il est capable de recevoir. Et c'est pour ça que c'est rare que ça arrive brutalement.
Un syndrome de l'essuie-glace, par exemple, ça arrive au fur et à mesure. Soit on augmente un entraînement, soit une course qui a été un peu plus intense et la douleur commence à apparaître. Et ça, c'est signe que ça vient pas du genou. Mmh. C'est intéressant parce que là, tu es en train de dresser le portrait de ma femme, tu vois? Mince. Non, mais elle a un syndrome de l'essuie-glace, depuis, des lustres, qu'elle a du mal à faire disparaître, complètement, Mmh. et c'est exactement, son elle a été opérée de la cheville, Mmh. parce qu'à force de se faire des entorses, des entorses, des entorses, elle a été opérée et puis elle a fait une course de 36 kilomètres, qui était, quelque chose d'important pour elle, hein, quand même. C'est pas rien, Ouais. 36 Oui, kilomètres, même pour oui, tout le monde, oui, hein. pour n'importe qui, oui. Oui, exactement. Pour n'importe qui, hein, on a tendance à l'oublier avec, toutes ces augmentations de distance Oui. et depuis, bah, c'est un peu compliqué avec ce syndrome de l'essuie-glace et ça, c'était il y a 2 ans et demi. Donc heu, donc j'ai peut-être Ouais, lui ouais. Je te conseiller dis, d'aller voir on un chi arrive un ouais, c'est ça, on arrive en bout de course. Tu vois? 2 ans et demi. Mais la ouais. plupart du temps, c'est ça, ouais, tu as un défaut de mobilité au niveau de la cheville. Quand en plus tu rajoutes un défaut de fonctionnement, au niveau des stabilisateurs de hanche, par exemple le moyen fessier qui est vraiment dans la zone du ce qu'on appelle le TFL, le tenseur du fascia lata. Le tenseur du fascia lata, c'est le petit muscle qui va venir tendre ta bandelette iliotibiale qui va descendre jusqu'au genou. Et du coup, ce petit TFL-là, qui son rôle est de tendre sa bandelette, comme il est un petit peu dans le secteur du muscle moyen fessier, il va venir stabiliser ta hanche quand tu es en appui sur une jambe. C'est lui qui va permettre à ton bassin de rester stable, tu vois, à l'horizontale. Et la plupart du temps, on va dire 80% des coureurs, même à haut niveau, hein, ils ont une faiblesse de ces stabilisateurs de hanche. Et du coup, bah pareil, ça te rajoute du travail sur ce tenseur du fascia lata. Et du coup, pareil, ça te ramène toutes les douleurs au niveau de la face latérale du genou. Donc, souvent, tu as un diagnostic de syndrome de l'essuie-glace sans preuve radio ou échographique, c'est-à-dire que tu n'as pas d'œdème, tu n'as pas de marquage au niveau de l'échographie, et pourtant, c'est vraiment tous les signes d'un syndrome de l'essuie-glace. Et ça, c'est des Mmh. syndromes qui durent très longtemps, parce que en fait, on s'intéresse au genou, mais on ne traite pas la cause du problème. Tu as beau venir détendre cette zone-là au niveau du genou, ça ne changera pas le problème, parce que dès que tu vas remettre un peu d'action, un peu d'effort dessus, et ben ça va recréer les mêmes compensations en fait. Mmh. Bon, alors j'espère que vous avez pris des notes, hein, tous ceux qui nous écoutent, parce que le TFL, c'est vraiment la plaie du coureur et puis, c'est vraiment, enfin, je crois que la pathologie qui revient le plus souvent et que, bah, moi, je vois passer sur les réseaux sociaux des gens qui posent des questions: «J'ai tout fait, qu'est-ce qui me reste, qu'est-ce que je peux faire?» Donc bah, voilà, ça fait des petites informations en plus qui sont pas négligeables. Donc merci beaucoup Julien. De rien, et en plus c'est Heu, assez simple d'y remédier, parce que ce qu'il faut gagner, c'est de la mobilité de la cheville, et en exercice à faire à la maison, c'est du gainage latéral, principalement. Gainage latéral pour renforcer tes stabilisateurs de hanche. d'accord, OK. OK, donc déjà ça peut être Déjà un, une piste, un ouais. bon exercice à faire, un bon Ouais. exercice à faire soi-même sans, forcément aller voir, un professionnel de santé. Mais de toute façon, il faudra aller en voir un pour confirmer que ce soit bien ça et pas une autre pathologie Exactement. qui soit cachée derrière tout ça. Donc oui, ça, c'est la Hem, pathologie du ah coureur qu'on voit le plus souvent, enfin que je vois le plus souvent, et c'est d'autant plus énervant, c'est qu'effectivement, ils ont vu quand même pas mal de professionnels avant de venir me voir. Ils ont même fait des prépas physiques pour ne plus avoir mal, justement pour aller mieux, et au final, c'est pas mieux, alors que c'est mmh. assez simple, hein, au final. Ah, c'est intéressant et puis en même temps, c'est un peu des fois, un peu dommage que toutes ces professions-là de santé ne se mettent pas, tous ensemble autour de la table et disent: «Bah, toi, quelle est ta solution pour, soigner ça? Et toi et toi et toi et toi? Et puis, ben, toi, ça fonctionne comment? Comment tu fais? Quels sont tes résultats?» Pourquoi il y a pas ça? Pourquoi il y a pas ça? Bonne question. Il y a un peu d'ego, il y a un peu de pas le temps, et puis ouais, c'est surtout ça. Moi, j'ai la chance à Mâcon, d'avoir réussi à créer un réseau justement autour du sport, parce que j'ai beaucoup de patients sportifs, de plus ou moins haut niveau,
qui consulte des thérapeutes avec qui j'échange beaucoup. Du coup, on a réussi à créer un réseau avec un radiologue, avec un médecin, avec un kiné, avec un podologue, où on arrive justement à avoir ces échanges-là et c'est juste génial. Et notre rêve absolu, c'est d'avoir vraiment un échange encore plus important, mais ce qui nous manque, c'est un peu de temps. Donc Ouais. on va dire que c'est ça. Mais... Et puis surtout, la prise d'information de la part des autres professionnels de ce qui peut se passer autour. La prise d'information de ce qui peut se passer. Ah oui, d'accord, donc Ouais, d'essayer d'ouvrir un petit peu, sa vision, c'est ça. de pas rester campé sur, ce qu'on a vu dans sa formation et Oui, pourtant, tu exactement. disais tout à l'heure que les chiropracteurs, c'est une formation qui existe depuis, 1890. Pourtant les avancées Oui, de la science, ont évolué. Ça s'est oui, adapté quand même un peu, j'imagine? oui, énormément, énormément. Notre profession en France, on va dire que, elle a une reconnaissance qui est beaucoup plus moins grande que dans certains pays, déjà. Par exemple, en Suisse, le chiropracteur a le droit aux prescriptions de médicaments édentalgiques jusqu'au niveau 2, jusqu'à la morphine, a le droit aux prescriptions d'arrêt de travail et il peut faire ses examens complémentaires lui-même dans son cabinet. Ah oui, quand même, ouais. Mmh. Oui. Alors qu'en France, c'est Et pas remboursé par la sécu. exactement, voilà, exactement. Ouais. Après, par exemple, aux États-Unis, là où la formation est née et là où le nombre de chiropracteurs est le plus élevé, on va dire que les gens, ils se posent même pas la question. Tout ce qui va être troubles neuromusculo-squelettiques, ils vont pas voir de médecin, ils vont pas voir de chirurgien, ils vont pas voir de rhumatologue, ils vont voir un chiropracteur. Mais c'est pareil, le système de santé est fait de telle sorte que ça coûte cher la santé là-bas. Du coup, ils peuvent pas se permettre de perdre du temps. Ils vont là où, entre guillemets, le spécialiste sera à même de répondre à la problématique du jour. Donc, tout ce qui est appareil locomoteur, ils vont voir le chiropracteur. Ouais, pourtant c'est un peu le souci aussi, alors le souci qu'on a en France, ça va plutôt être en termes de temps, jamais personne, a le temps, donc si on peut s'éviter d'aller faire, 15 rendez-vous chez le kiné, qui mèneront pas forcément à un résultat. Alors encore Là, une fois, ouais. c'est pas forcément, mais ça peut, Oui, ça peut. C'est pas voilà, heureusement, pas ouais. forcément. Voilà, heureusement, évidemment, Mais faut la pas généraliser non problématique plus. de la santé en France, ça c'est une problématique un petit peu plus générale et globale, c'est qu'en France, on n'a pas conscience de sa santé. C'est-à-dire que depuis tout petit, on est malade, on va voir le médecin, c'est le médecin qui va guérir les gens avec ses médicaments. On n'a pas de notion que la santé nous appartient. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans notre éducation, on nous invite à prendre conscience de notre santé, à nous conseiller, truc bête, mais l'hydratation, l'alimentation, des mouvements, des choses comme ça. Ce qui fait qu'on a l'habitude de déjà passer par le médecin. C'est le médecin qui, entre guillemets, sait tout et c'est à lui de nous donner les bons conseils. Sauf que malheureusement, il ne peut pas tout faire, le médecin. Bien Et en sûr, il y plus a de ça, on va rajouter le coût. Le coût de la santé, on va dire que pour la plupart de gens, le coût de la santé est invisible parce que la sécurité sociale va prendre en charge ce coût de la santé. Alors, et c'est un système qui est génial. On a de la chance en France d'avoir ce système pour avoir un accès à la santé pour tous qui est à peu près égalitaire. Mais par exemple, dans les trois quarts des autres pays où le système de sécurité sociale n'existe pas, ou en tout cas est beaucoup moindre, comme aux États-Unis par exemple, ou même en Suisse, euh, les gens ne peuvent pas se permettre financièrement de traîner sur des années. mmh. Ah, c'est intéressant cette différence qu'il y a en fonction des pays et des façons de faire et des cultures aussi. Parce on Ouais, sait que, par exemple, la culture asiatique, est plus sur la prévention que nous, on est sur de la réaction, quoi. Tu as mal, tu vas. Non, eux, ils essayent de ne pas avoir mal, ce qui est pas mal aussi. ce qui est même mieux, oui, ce qui est même mieux. C'est assez fou parce que j'ai la chance d'avoir au cabinet des personnes de pays étrangers aussi. Et par exemple, en Allemagne aussi, cette culture, elle est très développée, c'est-à-dire que les gens sont conscients de leur santé. Euh, Ils ont une éducation et une approche qui est aussi complètement différente des Français, ce que je ne savais pas avant de rencontrer ces patients-là, et un peu à cette vision asiatique vraiment préventive.
Et ils ont une conscience déjà de base beaucoup plus élevée de leur corps que le français lambda, on va dire. Et c'est assez Mmh. fou, vraiment, d'une culture à l'autre, comme l'approche de la santé est vraiment différente. Et ça fait du bien. Ouais, bien sûr, ouais, faut encore une fois, faut réussir à s'ouvrir et puis aller voir, bah, d'autres façons de faire. Alors Julien, j'aimerais bien qu'on parle un peu de triathlon, Mhm. si tu veux bien. Pourquoi t'être lancé dans cette, discipline sportive ultra chronophage? Oui, c'est le terme. Euh, on va dire que c'est un peu à cause des patients. D'accord. Euh, j'ai toujours été un passionné de sport, ça c'est depuis tout petit, peu importe le sport, hein. Vraiment tout, de la pétanque au tir à l'arc, à de l'athlétisme, au rugby, au foot, peu importe le sport, tous les sports, j'adore ça. Et du coup, au cabinet, j'ai commencé à avoir pas mal de triathlètes. Et c'est toujours un sport qui m'a paru vraiment génial. Les trois disciplines sont assez complémentaires. C'est un sport d'endurance, donc c'est chouette, euh, de dépassement de soi. Et puis, j'ai commencé à devenir ami avec certains patients triathlètes. Et je m'étais toujours dit, non, mais c'est pas possible. Comme tu dis, c'est chronophage. C'est impossible que je réussisse à dégager du temps pour m'entraîner pour faire des triathlons. Et au final, deuxième étape, c'est ma femme qui s'est donné un petit défi avec une de ses amies de faire le triathlon de Deauville en 2019. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, vas-y, je viens avec toi. Du coup, je me suis inscrit à mon premier triathlon. Et c'est comme ça que je me suis mis au triathlon, en fait. D'accord, et maintenant tu es plus sur quel type de format de triathlon? C'est, Alors, court, j'ai long? commencé déjà de base avec un format L. Je me suis dit, tant D'accord. qu'à faire, autant voir grand. Et du coup, j'ai fait mon premier L bah, en 2019. L'année d'après, j'ai fait un XL vers Corman. Et puis cette année, j'ai fait Embrun, le triathlon d'Embrun, l'Embrunman. Ah ouais, celui-là, il paraît qu'il est vraiment pas mal à faire, et tu gardes un bon souvenir de cet embrun? Il paraît Et qu'il est dur aussi. j'ai la chance d'en garder un très bon souvenir. C'est pas le cas pour tout le monde, mais ouais, j'ai la chance que ça soit formidablement bien passé. D'accord. Tu peux nous le raconter un petit peu cet embrun? Comment est-ce que ça se déroule et qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux autres? Alors il est différent dans le fait le parcours vélo est très dur parce qu'il y a beaucoup de dénivelé. Heu, sur le papier, ils annoncent 5 ou 6 000 de dénivelé. Dans la réalité, tu as un peu moins de 4 000. Et en plus, tu as le col de l'Isoire à grimper. Au centième kilomètre, tu arrives au sommet de l'Isoire. On va dire que ça, c'est pas la partie la plus dure quasiment. C'est plutôt le reste parce que tu as plein de petits radars et surtout, tu as un dernier col à 6 km de poser le vélo. Et celui-là, il est redouté, la côte de Chalvet, et il est horrible. C'est-à-dire que tu es à 170 bornes dans les pattes, et là, tu vois le parc à vélo qui est à peu près 1 km. Tu arrives dans Embrun, et plutôt que d'aller tout droit, tu te dis, ah bah non, si on tournait à droite pour aller monter cette petite côte derrière, là, et tu as 5-6 km à plus de 6%, et celui-là, il est horrible. Il est Ah horrible. d'accord. C'est ça qui fait la particularité d'Embrun sur la difficulté, c'est le parcours vélo qui est assez dur. Et après, le parcours course à pied est pas plat. Tu as 3 boucles de 17 km, mais je crois que de mémoire, tu as à peu près 400 ou 500 dénivelés sur l'ensemble du marathon. Donc ça va, mais c'est le parcours vélo qui est assez difficile. Mmh. Enfin, j'en entends beaucoup parler parmi mes contacts triathlètes comme étant presque un objectif, vraiment, difficile à atteindre. Il fait partie Ouais, des triathlons les plus durs de France? je pense que oui. Il est assez mythique parce que ça fait très longtemps qu'il existe, et je pense que ça a été le plus dur. Je suis pas sûr que ça reste le plus dur. Il y a par exemple l'Alpman que tu tournes autour d'Annecy là, avec pas mal de dénivelé, plus la partie marathon qui est coupée en deux, en un plat et les 15 derniers kilomètres en trail. Je pense que celui-ci, il est encore plus dur, mais en tout cas, il fait partie des plus durs, celui-ci, oui, je pense. Mmh. Bah, en tout cas, toi, tu l'as terminé en combien de temps, classement? Dans tes objectifs? Ouais, alors mon objectif, c'était de finir entier, le mieux possible, de ne pas trop subir la course à pied. Mon objectif, c'était de faire, je crois que je m'étais fixé 14 heures ou 14h30, et j'ai fait 13h20.
D'accord, bien. Bah, 1h10 de moins que ce que tu as prévu? Ouais, oui, oui, ouais. Mon objectif, c'était de faire le marathon en 4h30. Ça, c'était mon objectif idéal en me disant: «Si j'arrive à faire ça, je serai vraiment content» et j'ai réussi à le faire en 4 heures. Purée, un marathon en 4 heures après avoir fait, Ouais, alors c'est, avoir fait un petit tour de 3 vélo kilomètres. avant, ouais. Ouais. Oh, c'est costaud, hein. C'est ce que ça doit être ce qu'on te dit, au quotidien, non? Comment tu fais Heu, pour faire tout ça? Après, je m'entraîne avec des gens qui ont l'habitude de faire ça. Ah, c'est ça, tu as le Mais biais de ouais, l'entourage. ouais, exactement. Non, mais oui, oui, c'est ce que je dis. Mon objectif, le temps, il était un petit peu quelconque. C'était avant tout de L'objectif premier, c'était déjà réussir la prépa. C'était le plus dur, en fait. Comme souvent, je pense qu'on doit te le dire, le plus dur, c'est la préparation. Heu, pour moi, c'était déjà, d'avoir réussi à tenir justement ce qu'on parlait, les plans d'entraînement, c'était déjà une grosse victoire parce que ça prend Mmh. énormément de temps et puis, mon objectif, c'était, ouais, vraiment de pas subir la course à pied parce que quand tu poses le vélo et que tu commences à courir et que tu sais que ça va pas le faire, c'est long, très, très long. 4 heures, ça paraît long, mais quand tout va bien, ça passe très vite. Mais alors, subir la course à pied en triathlon, c'est horrible et mon objectif, c'était vraiment ça. Donc je savais que mon entraînement avait été bon, je savais que le premier semi allait passer plutôt de façon, entre guillemets, «confortable» et d'avoir réussi à courir tout le long, c'était vraiment génial. Mmh. Ah, c'est vraiment un sport qui me fascine, moi, de voir, toutes ces transitions-là, puis de savoir gérer sa transition aussi. Ça, il y avait vraiment beaucoup de choses à savoir faire, à connaître, d'entraînement derrière. Enfin, c'est du temps, faut vraiment, c'est pas comme un trail ou un trail, tu vois? Tu peux, bah, moi, c'est mon sport, hein, donc je suis, peut-être le plus fervent défenseur de ce merveilleux sport, mais Heu, tu peux t'engager sur un trail et puis le faire en marchant pour beaucoup, sans des fois l'avoir vraiment préparé. Un triathlon, tu as pas le droit à ça, quoi. Tu peux pas te présenter à un triathlon sans avoir été nager, quoi. C'est pas possible. C'est et C'est et et compliqué. ouais, et c'est un sport qui est vraiment exigeant sur tellement d'aspects. Faut sur la ça surtout quand on se dirige sur des distances, longues comme l'Ironman. Hem, il y a tout l'aspect alimentation qui est différente parce que quand on est dans l'eau, notre corps va être à l'horizontale dans un milieu qui est différent du milieu, en dehors de l'eau. Hem, Terrestre, ouais. ouais, merci, chercher le mot. Et il y a ouais, j'aime beaucoup ce sport pour ça, quoi, pour tous ces paramètres à gérer, et je trouve que c'est fascinant bah, voilà, des triathlètes qui arrivent à le faire. Peut-être qu'un jour j'exclus pas de m'orienter vers cette discipline, enfin de me réorienter parce que j'en ai fait 2 ans. Ah bien, Mais non, moi c'est le temps, les avec les enfants, tout ça, c'est compliqué. je comprends, je comprends. Voilà. Tu as des Heu, enfants? oui, un petit de 4 ans. D'accord, OK. Ah bah, il en moyenne section? Oui, exactement. Ouais, comme le mien. Donc on voit bien, l'un et l'autre le temps que ça prend. Mais toi, tu Ouais. arrives à cumuler les 2, bravo pour ça. Ouais, Les c'est 3 même avec le les 3. travail. Ouais, 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 Ouais. c'est le plus dur. C'est le plus dur. C'est le temps. C'est le temps. Il faudrait des semaines qui durent 14 jours ou des journées qui durent 48 heures pour avoir le temps vraiment de s'entraîner, encore mieux. Mais le plus dur, c'est le temps. À réussir à aménager son temps, c'est compliqué. C'est là où tout à l'heure on disait au feeling, enfin, ça dépend des personnes, mais moi je peux pas. Enfin, pas physiquement, mais au niveau du temps, c'était pas possible. Je savais que j'avais un trou, enfin, j'avais dans mon emploi du temps programmé 4 heures. Je savais que j'avais une séance de 4 heures à faire. Je ne pouvais pas me permettre de faire une petite séance de 1 heure et la reporter sur un autre jour parce que l'autre jour était blindé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est que ça demande une vraie organisation, et souvent c'est les gens qui disent: «J'ai pas le temps». Moi, ce que je les invite à faire, c'est de faire le point de leur semaine dès le dimanche soir. Tu notes sur un agenda, en fait, tout ce que tu as prévu ou de la semaine, et puis, en fait, finalement, tu te rends compte que tu as des créneaux de libre, bien souvent,
et que si, exactement. tu fais pas autre chose, qui était pas prévu, je sais pas, aller faire un magasin, scroller sur les réseaux sociaux, regarder une série, faire, je sais pas, aller rendre visite à un ami, et que tu fais, tu t'astreins à respecter, ce qui est prévu sur le planning, bah, tu te rends compte en fait qu'au final, bien souvent le temps on l'a. Oui, 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 Donc exactement. toi c'est ce que tu fais en fait, tu as un vrai calendrier de Ouais, vie. oui, ah oui, ouais, pendant 6 mois, c'était boulot, manger, dormir, sport. En gros, c'était ça. C'était mon Après, j'ai un planning qui est relativement très chargé en permanence, mais là, il était minuté, quoi. C'est-à-dire que, voilà, j'avais 1 heure et demie le midi, j'avais 1 heure de course à pied et 30 minutes pour me doucher, manger et puis retourner au boulot, quoi. Et c'était comme Ouais. ça tout le temps, pendant 6 mois. C'est pour ça que mon obje enfin, d'avoir déjà réussi à tenir mon plan d'entraînement, c'était quasiment déjà la victoire parce que, je savais que c'est ce qui allait être le plus compliqué et le plus difficile pour moi. C'était vraiment ça. Mmh. Et alors dans ce planning, surchargé, et comment est-ce que tu gérais, en plus l'aspect sommeil? Parce que, c'est pendant ce moment-là qu'on va récupérer le mieux. Oui. Hem, co tu as toi tu c'est quelque chose aussi que tu avais minuté? Non, le sommeil alors, j'ai toujours l'habitude de peu importe que je prépare une compétition ou pas, je me couche tôt parce que je me lève tôt. Je commence les consultations à 8 heures. Moi je me réveille quoi qu'il arrive tout le temps à 6h30. 6h30, donc obligatoirement je me couche tôt. Ouais, Donc c'est j'ai toujours mes allez, entre 6 et 8 heures de sommeil quoi qu'il arrive et c'est mmh. primordial parce que je sois en période d'entraînement ou pas, quoi qu'il arrive, je sais que si je descends en dessous des 6 heures, je suis pas performant au travail, pas performant dans le sport. Donc j'ai toujours besoin de dormir et j'ai la chance d'avoir une qualité de sommeil qui est plutôt top. Mmh. Ça, c'est vraiment l'un des éléments aussi, qui demande à être, analysé des fois parce qu'il y a beaucoup qui ont aussi des problèmes de sommeil et qui du coup, se te retrouvent en surentraînement parce que tu as un un sommeil qui est pas assez récupérateur et ça aussi, ça peut être un axe de pour les personnes qui seraient, en surentraînement aussi, ça peut être intéressant d'aller, voir aussi sur cet aspect-là. Ah oui, et comme tu dis, hein, le repos en général fait partie de l'entraînement. Le repos, que ça soit en intensité, que ça soit en jour de repos ou en sommeil, il fait partie de l'entraînement et il fait surtout partie de la progression. Ouais, de toute façon, tu vois, hein, les programmes qu'ont les athlètes, quand ils partent, au Kenya, c'est, manger, s'entraîner, dormir, sieste, manger, dormir, enfin, Exactement, c'est c'est ça. tout C'est assez et basique, comment mais c c'est ouais, c'est ça. exactement. Alors Julien, on arrive gentiment à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a quelque chose, dont tu aurais aimé, parler, que ce soit sur ton sport, sur ton avenir, sur ton travail, n'importe quoi? La parole est à toi, c'est un moment libre. Il y a des millions de choses sur lesquelles on pourrait parler encore. Mmh. Hem, on va dire sur la course à pied parce que ça relie un peu ma passion et un peu ce que je vois au cabinet. Hem, sur les façons dont les gens appréhendent la course à pied, que ça soit les débutants, même voire les un peu ouais, même les gens qui font des compétitions, c'est la façon de s'entraîner. Moi, j'ai découvert la révolution pour moi de l'entraînement, on va dire même global, mais surtout au niveau de la course à pied, ça a été de m'entraîner avec la fréquence cardiaque. C'est un médecin du sport qui était, chargé d'équipe professionnelle dans le cyclisme qui m'a fait découvrir ça. Un auteur qui s'appelle Serge Cotreau, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler? Si, j'ai jamais Et lu, mais je connais, ouais. pour moi, c'est devenu la bible de mon entraînement. Enfin, c'est vraiment la base. Hem, donc en fait, c'est toujours un entraînement, donc c'était un spécialiste de la course à pied, donc il est orienté vers la course à pied, basé sur la fréquence cardiaque maximale. Donc en gros, tu détermines ta fréquence cardiaque max et après tout ton plan d'entraînement, toutes tes sorties, tous tes entraînements
Surtout dans on va dire les courses à pied d'endurance, hein. Tout ce qui est sprint ou autre, c'est complètement différent. Mais dans le sport d'endurance, en fait, tu vas caler tes entraînements sur ta fréquence cardiaque. Et du coup, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, tu vas oublier les allures. Tu vas pas faire de travail d'allure. Tu vas faire du travail que de résistance et d'endurance. Et pour les personnes qui se mettent à courir, c'est génial parce que du coup, la notion de surentraînement, tu l'oublies parce qu'ils dépassent jamais leur capacité qu'a leur corps, qu'ils connaissent pas trop parce que c'est des débutants en course à pied. Ils dépassent jamais leur capacité de corps à être capable d'endurer l'effort en fait. Parce que tu as beaucoup de personnes qui se mettent à courir. Pour eux, courir, c'est un petit peu comme ce qu'ils ont appris au collège ou au lycée. Il faut qu'à la fin de ta séance de course à pied, tu transpires à fond, que tu sois rouge comme une tomate et que le lendemain, que tu sois courbaturé de partout. Pour eux, c'est ça la vision du sport. S'ils ont pas mal le lendemain, s'ils n'ont pas souffert, c'est qu'ils n'ont pas fait une bonne séance de sport. Or, pour moi, c'est pas ça le sport. Le sport, c'est améliorer ta santé avec le sport et c'est surtout se faire du bien et pas se faire du mal. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à courir, ils abandonnent très vite parce que déjà de base, ils sont en surentraînement parce qu'ils dépassent leur capacité qu'ont leur corps à se mettre au sport, à courir tout simplement. Et vraiment, s'il y a un livre à lire, c'est Serge Cotreau. Je me souviens plus du nom de son livre. Il est assez basique, son nom. Tant que je te retrouve ça. Je suis en train de chercher aussi en même temps. Bien-être et jogging. Oui, il me semble que c'est ça. C'est bien-être et jogging, il me semble que c'est ça. Oui, bien-être et jogging. Il a écrit plusieurs bouquins. Ouais. Et celui-ci, bien-être et jogging, il est top. D'accord. Donc écoutez, aussi bien pour les personnes qui veulent se mettre à courir que ceux même qui veulent atteindre des objectifs, que ça soit donc plutôt sur l'endurance, que ça soit 10, semi ou marathon, il y a des plans d'entraînement, il y a tout, c'est top. Et ben, du coup, alors si j'y pense, je mettrai un lien dans la description. Et puis, on vous invite à du coup aller lire ce livre qui pourra vous être grandement utile. En tout cas, Serge Cotreau, moi je connais de nom, et puis c'est vraiment une ponte dans l'entraînement en course à pied, et j'ai pas encore pris le temps de le lire, mais j'y manquerai pas. Julien, merci beaucoup pour ces précieux conseils, ces échanges, cette présentation aussi du métier. C'est la première fois que je recevais un chiropracteur. Des kinés, ostéos, on a déjà reçu. Mais c'est très intéressant de diversifier les intervenants et les échanges pour avoir des nouvelles visions. Et tu vois, on a répondu à des questions dont on n'avait jamais vraiment traité. Donc, merci beaucoup. De rien, merci à toi pour l'échange, c'était super. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Très très bonne journée. Merci, toi aussi. Ciao. Ciao. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très bientôt dans un prochain épisode.